L'histoire de l'autre côté de la rivière. Quand le soleil caressait les herbes dorées de la vallée de l'Omo, le visage de Nala, âgé de 16 ans, affichait une expression de fierté admirée par toute sa tribu. Aujourd'hui, elle avait accompli l'un des plus importants rites de passage pour une jeune femme Mursi, la cérémonie du plateau labial. Ma mère disait toujours, pensait Nala en portant délicatement sa main vers son nouveau plateau labial, que la vraie beauté d'une femme réside dans les histoires qu'elle portait dans la culture inscrite sur son corps. Les disques d'oreilles de Nala avaient été élargis progressivement au fil des ans. Chaque disque représentait une tradition séculaire de sa tribu. Dans la société Mursi, ces disques n'étaient pas seulement un élément esthétique, mais aussi un symbole de statut et de maturité. Plus ils étaient grands, plus la dot que la famille de la porteuse pourrait recevoir serait importante. Les marques en relief sur son corps étaient des signes de courage et d'endurance. Chaque marque avait été créée lors de cérémonies de scarification effectuées à un âge spécifique ou lors d'une transition importante de la vie. Ces motifs qu'elle portait sur sa peau racontaient des histoires remontant aux ancêtres de la tribu. Certaines marques étaient faites pour la protection, d'autres pour améliorer la beauté, et d'autres encore pour souligner l'identité de la tribu. « Pourquoi portes-tu ces choses ?» avait demandé un étranger venu dans la vallée l'année dernière, en pointant sa caméra vers Nala. Nala avait souri. « Notre histoire est écrite sur nos corps », avait-elle répondu avec fierté et sérénité. Chaque marque, chaque disque, chaque couleur. C'est notre identité, notre histoire. La naissance d'une tradition. Bien avant la naissance de Nala, les ancêtres Mursi avaient commencé ces pratiques pour des raisons à la fois pratiques et spirituelles. On racontait que les plateaux labiaux et les disques d'oreilles étaient originellement destinés à défigurer les femmes aux yeux des tribus ennemies qui cherchaient à les capturer comme esclaves. D'autres histoires suggéraient que ces ornements étaient un moyen de se connecter aux esprits de la nature qui protégeaient leur peuple. Le grand-père de Nala, Arba, un ancien respecté, lui avait raconté ces histoires pendant son enfance. Assis sous l'acacia géant qui marquait le centre de leur village temporaire, il lui expliquait comment chaque génération avait adapté ses traditions, ajoutant de nouvelles significations tout en préservant l'essence des anciens rituels. Quand j'étais jeune, lui avait-il dit, ses yeux ridés plissés par le soleil, ces marques identifiaient clairement notre tribu parmi les autres. Dans les temps de conflit, nous pouvions reconnaître nos alliés par leur scarification. Aujourd'hui, alors que la paix règne davantage, ces marques nous relient à notre passé. Le jour du rituel. Le jour où Nala avait reçu son plateau labial avait commencé avant l'aube. Sa mère, Kara, l'avait réveillée alors que les étoiles brillaient encore dans le ciel. Ensemble, elles s'étaient dirigées vers la rivière sacrée pour le rituel de purification. L'eau froide avait fait frissonner Nala, mais son cœur battait d'excitation. « N'aie pas peur », lui avait murmuré Kara en versant doucement l'eau sur sa tête. Chaque femme Mursi avant toi a traversé cette épreuve. La douleur passera, mais la fierté restera. Après le bain rituel, elles étaient revenues au village où les femmes âgées attendaient. Avec une précision née de décennies d'expérience, l'aîné de la tribu, Gadi, avait pratiqué l'incision sur la lèvre inférieure de Nala. La douleur avait été intense, mais Nala n'avait pas pleuré. Une jeune femme Mursi devait montrer sa force. Dans les mois qui avaient suivi, l'incision avait été progressivement élargie, d'abord avec un petit morceau de bois, puis avec des disques de taille croissante. Aujourd'hui marquait l'étape finale, l'insertion du plateau d'argile décoré que Nala avait elle-même façonné et cuit au feu. La vie quotidienne. Pour Nala, grandir sur les rives de la rivière Omo signifiait apprendre à vivre en harmonie avec la nature. Les Mursi, traditionnellement semi-nomades, déplaçaient leur village en fonction des saisons, suivant les pluies pour leurs troupeaux de bétail et leur culture. Chaque matin, Nala se levait avec le soleil pour aider à traire les vaches, la principale richesse de sa famille. Le lait, souvent mélangé au sang de bétail lors d'occasions spéciales, constituait une part importante de leur alimentation. Après les tâches matinales, elle passait du temps à apprendre l'art de la vannerie auprès des femmes plus âgées, tressant habilement des fibres végétales pour créer des paniers et des ustensiles. Les disques d'oreilles qu'elle portait ne l'empêchaient pas de participer à toutes ces activités. Au fil des années, son corps s'était adapté à ces ornements, au point qu'elle les remarquait à peine dans sa routine quotidienne. Même son nouveau plateau labial, bien que encore sensible, deviendrait bientôt une partie intégrante d'elle-même. Les étrangers nous regardent avec curiosité, avait un jour observé son ami Bala, alors qu'elles pilaient ensemble du sorgho pour le repas du soir. Ils ne comprennent pas que ces ornements font partie de nous, comme leurs vêtements font partie d'eux. La modernité aux portes. La vallée de l'Omo, longtemps isolée du monde extérieur,
commençait à connaître des changements. Des routes étaient construites, des touristes arrivaient avec leurs appareils photo, et des projets de développement menaçaient le mode de vie traditionnel des tribus locales. Certains jeunes Mursi, séduits par les promesses de la modernité, abandonnaient les traditions, retirant leurs plateaux labiaux et leurs disques d'oreilles pour adopter un style plus contemporain. D'autres, comme le cousin de Nala, Muni, avaient quitté la tribu pour étudier dans les villes. Lors de sa dernière visite, Muni avait parlé à Nala des défis auxquels les Mursi étaient confrontés. Le monde change, Nala, avait-il dit, assis à l'ombre d'un acacia. Nos terres ancestrales sont menacées par les barrages et les plantations. Si nous voulons survivre, nous devons nous adapter, tout en préservant ce qui fait notre force. Nala avait écouté attentivement. Elle comprenait les préoccupations de son cousin, mais elle ressentait profondément l'importance de maintenir les traditions vivantes. Comment pouvons-nous savoir où nous allons si nous oublions d'où nous venons? Avait-elle répondu, touchant doucement son plateau labial. Ces marques racontent notre histoire. Sans elles, qui sommes-nous? Dièse la cérémonie. Le soir de son initiation complète, tout le village s'était rassemblé pour célébrer. Des feux avaient été allumés, formant un cercle dans lequel les danseurs se produiraient. Les hommes, ornés de peintures corporelles élaborées et portant leur coiffure rituelle, avaient préparé leur célèbre danse du saut, où ils s'élançaient verticalement aussi haut que possible. Les femmes, parées de leurs plus beaux ornements, avaient préparé de la bière de sorgho et des plats traditionnels. L'air vibrait d'excitation et de fierté. Lorsque Nala émergea de la hutte cérémonielle, un silence respectueux s'installa. Parée de son plateau labial finement décoré, de ses disques d'oreilles imposants et de colliers de perles colorées, elle incarnait la beauté Mursi dans toute sa splendeur. Ses scarifications corporelles, frottées avec des pigments naturels pour cette occasion spéciale, semblaient danser sur sa peau au rythme des flammes. Le chef de la tribu, un homme âgé nommé Dula, s'avança vers elle, tenant un bâton rituel orné de symboles sacrés. Aujourd'hui, déclara-t-il d'une voix forte qui porta à travers le village, nous accueillons Nala parmi les femmes de notre tribu. Qu'elle porte avec fierté les marques de notre peuple, qu'elle transmette nos traditions aux générations futures, et que les esprits de nos ancêtres la guident. Il toucha légèrement son épaule avec le bâton, complétant ainsi le rituel. Les tambours commencèrent à battre, d'abord lentement, puis avec une intensité croissante qui semblait faire vibrer la terre elle-même. Dièse la danse de la transformation. Quand vint son tour de danser, Nala s'avança dans le cercle de lumière. Les flammes projetaient des ombres mouvantes sur son visage, donnant vie aux marques qu'elle portait. Ses pieds nus frappaient le sol au rythme des tambours, soulevant la poussière qui scintillait dans la lumière du feu. Elle dansa l'histoire de sa tribu, chaque mouvement représentant un chapitre de leur passé collectif, la migration à travers des terres arides, les batailles contre les tribus rivales, la joie des récoltes abondantes, la tristesse des sécheresses dévastatrices. Sa mère, Kara, vint se joindre à elle, puis sa grand-mère, et bientôt toutes les femmes de la tribu dansaient ensemble, un flot de générations unies par la tradition et le sang. Leurs ornements corporels reflétaient la lumière des flammes, créant un spectacle hypnotique de beauté et de force. Pour Nala, ce moment transcendait le simple rite de passage. C'était une affirmation de son identité, un lien tangible avec ses ancêtres et un engagement envers l'avenir de son peuple. Alors que la nuit avançait, elle dansa jusqu'à ce que ses jambes tremblent de fatigue, portée par l'énergie collective de sa communauté. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, haletante et couverte de sueur, les applaudissements et les cris de joie éclatèrent autour d'elle. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de la vallée de l'Omo, Nala comprit pleinement ce que sa mère lui avait toujours dit, la beauté et l'identité ne sont pas des concepts abstraits mais des réalités vécues, inscrites sur le corps et célébrées en communauté. Dièse l'avenir en équilibre. Le lendemain matin, Nala se réveilla avec le lever du soleil. Elle toucha son plateau labial, déjà plus familier qu'elle ne l'aurait imaginé. En sortant de sa hutte, elle aperçut un groupe de touristes qui approchaient du village, appareil photo en main. Autrefois, la vue d'étrangers l'aurait rendue nerveuse, mais aujourd'hui, forte de son identité nouvellement affirmée, elle les regardait avec curiosité et assurance. Ils viennent voir notre beauté, dit sa mère en la rejoignant. Mais comprennent-ils vraiment ce qu'ils voient? Nala réfléchit à cette question. Comment expliquer à des étrangers que ces ornements n'étaient pas de simples décorations mais des expressions profondes de leur identité culturelle? Comment leur faire comprendre que chaque marque sur son corps racontait une histoire, portait un héritage? Peut-être, répondit-elle lentement, devrions-nous leur raconter nos histoires, pas seulement leur montrer nos corps. Sa mère sourit avec fierté. Oui, ma fille.
C'est ainsi que nos traditions survivront. Non pas comme des curiosités pour les touristes, mais comme des histoires vivantes transmises de génération en génération. Dans les jours qui suivirent, Nala se joindrait au groupe de chasse, prouvant sa valeur en tant que membre à part entière de la tribu. Elle apprendrait les techniques de survie, les remèdes traditionnels et les chants sacrés que seules les femmes initiées pouvaient connaître. Et quand viendrait le temps de la migration, quand la tribu déplacerait son village vers de nouveaux pâturages, elle marcherait la tête haute, portant sur son corps les marques de son peuple, gardienne de traditions millénaires dans un monde en constante évolution. Au-delà de la rivière Omo, le monde moderne continuait sa course effrénée, mais ici, dans ce coin préservé de l'Éthiopie, Nala et son peuple maintenaient un équilibre délicat entre tradition et adaptation, entre préservation et évolution. Et chaque fois que le soleil se coucherait sur la vallée de l'Omo, illuminant de ses derniers rayons les plateaux labiaux et les disques d'oreilles des femmes murcies, il éclairerait non pas de simples ornements corporels, mais les pages vivantes d'une histoire qui refuse de s'éteindre.